Cette vidéo est une présentation résumée des micro-organismes extrémophiles. Les micro-organismes extrémophiles sont des micro-organismes qui vivent dans des environnements qui paraissent extrêmes, mais ceci est relatif puisque c'est par rapport aux mésophiles. Alors, qu'entend-on par milieu extrême? Il s'agit en fait de milieux qui sont hostiles à l'homme ou à toute vie humaine et où il paraît impossible de se développer. On peut citer les sources thermales, les sources hydrothermales, les lacs acides, les lacs alcalins, les lacs hypersalés, les sédiments marins profonds, encore les réservoirs pétroliers, les glaciers, etc. Alors ce sont les milieux qui définissent les micro-organismes extrémophiles. Par exemple, si on a un micro-organisme qui se développe dans un milieu très acide, on va parler de micro-organisme acidophile. S'il se développe à très haute température, on va parler par exemple de micro-organismes hyperthermophiles. Alors les micro-organismes extrémophiles appartiennent aux différents domaines que sont les bactéries, les eucaryotes ou encore les archées. On remarque par exemple que les hyperthermophiles sont surtout des archées, mais on en trouve aussi dans le domaine des bactéries. Voici une planche qui présente différents micro-organismes extrémophiles. Certains sont polyextrémophiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se développer avec différents paramètres extrêmes. Après cette présentation des extrémophiles, voici quelques adaptations que l'on peut observer chez certains de ces micro-organismes. Pour se développer, les micro-organismes ont besoin de carbone, qui est l'élément de base des macromolécules biologiques, ont besoin d'eau, comme solvant notamment, et ont besoin d'énergie. Du coup, pour vivre dans ces milieux extrêmes, les micro-organismes doivent nécessairement préserver non seulement les membranes biologiques, elles doivent être stables et fonctionnelles. Ces membranes sont indispensables notamment pour produire de l'énergie et compartimenter les activités biochimiques. Ces micro-organismes doivent aussi préserver leurs protéines, notamment de la dénaturation, notamment les enzymes qui doivent être stabilisées pour maintenir leur fonction biologique. On doit aussi maintenir l'homéostasie, notamment les concentrations en sel, pour éviter les phénomènes d'osmose trop importants. Et puis, les micro-organismes doivent préserver leur information génétique, notamment l'ADN et l'ARN. Nous pouvons faire ici une parenthèse sur les types trophiques rencontrés dans la nature. Notamment, on peut rencontrer des prototrophes, qui sont des micro-organismes qui ne nécessitent aucun facteur de croissance, ceci en opposition avec les auxotrophes. On peut rencontrer des lithotrophes, qui sont des micro-organismes qui utilisent un composé minéral comme source d'électrons et de protons, ce qui est en opposition donc avec les organotrophes, qui font ça avec des molécules organiques. On rencontre aussi les chimiotrophes, ce sont des micro-organismes qui utilisent l'énergie provenant de l'oxydation de molécules chimiques, en opposition avec les phototrophes qui utilisent l'énergie lumineuse. Et on peut aussi décrire les autotrophes, qui sont des micro-organismes qui utilisent du carbone minéral comme source de carbone, en opposition donc avec les hétérotrophes qui font ça avec des molécules organiques. Continuons maintenant sur les extrémophiles en donnant quelques exemples de stratégies développées par ces organismes et citons des exemples pour les thermophiles et les hyperthermophiles. Alors les thermophiles sont les organismes ayant besoin d'une température élevée pour se développer. On peut d'ailleurs faire différentes familles de thermophiles. Les thermophiles modérés, dont les conditions optimales de croissance se situent aux alentours de 50 degrés. Les thermophiles extrêmes, dont les températures optimales de croissance est comprise entre 65 et 80 degrés, et les hyperthermophiles, dont la température de croissance optimale est supérieure à 80 degrés. Alors voici un premier exemple de stratégie développée par ce groupe d'extrémophiles. Cette stratégie se fait au niveau des membranes et on va citer le cas particulier des archées, puisque les archées ont des phospholipides constitutifs de membranes un peu particulières. En effet, les acides gras qui se lient au glycérol ne se lient pas avec des liaisons ester comme pour les membranes, on va dire, normales, celles des bactéries, celles des eucaryotes, mais par des liaisons éthers. De plus, il s'agit d'une monocouche puisque cette liaison se reproduit de l'autre côté de la membrane sur un autre glycérol. Les acides gras peuvent être méthylés puisque en fait il s'agit d'isoprènes qui se sont liés entre eux. Il peut y avoir aussi des cycles, l'ensemble étant plus résistant aux hautes températures.
Autre exemple de stratégie, une stratégie au niveau des protéines. Pour mieux résister aux hautes températures, les protéines sont généralement plus chargées, forment plus de liaisons entre elles, il y a plus de ponts disulfure. Le cœur est plutôt hydrophobe pour exclure de l'eau qui viendrait perturber notamment aux hautes températures. Les protéines sont plus compactes, là aussi c'est dans le but de résister plus à la chaleur, et elles sont souvent associées à des protéines chaperones, à des protéines de choc thermique. Au niveau des acides nucléiques, là aussi des stratégies pour mieux résister donc aux hautes températures, la présence de sels qui viennent stabiliser l'ADN, des systèmes de réparation de l'ADN plus performants, un surenrôlement supérieur pour mieux résister là aussi, et plus de GC que de AT pour là aussi renforcer les liens notamment entre les deux chaînes d'ADN. Au niveau de l'ARN, les bases ont été modifiées pour mieux résister à la température, et au niveau de l'ARN messager en particulier, là il n'y a pas trop de problème puisque déjà la demi-vie est très courte et donc l'ARN messager n'a pas le temps de subir trop les effets de haute température. On peut citer des exemples de stratégies pour d'autres groupes d'extrémophiles, notamment les halophiles. Les halophiles sont les groupes d'extrémophiles qui résistent à des hautes concentrations en sel. Là aussi, il y a différentes populations d'halophiles, des halotolérants, des halophiles extrêmes, modérés et des faiblement halophiles. Alors voici un exemple pour les halophiles. Cet exemple se fait au niveau du cytoplasme. Ici, la stratégie, c'est d'éviter une osmose qui pourrait être mortelle. Pour cela, les micro-organismes peuvent modifier la composition, notamment du cytoplasme, pour équilibrer en sel l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Alors d'autres stratégies dans d'autres groupes, par exemple le groupe des psychrophiles, ce sont les micro-organismes qui supportent des basses températures. Là, les stratégies vont être aussi diverses. Par exemple, il peut y avoir la présence de molécules antigel dans le cytoplasme pour éviter justement que le cytoplasme gèle. Il peut y avoir aussi des membranes qui contiennent plus de lipides insaturés pour assurer une meilleure fluidité. Et les protéines sont généralement avec moins d'interactions pour assurer une meilleure flexibilité. Deux derniers exemples que l'on peut citer, un pour les acidophiles. Les acidophiles sont les micro-organismes qui aiment les milieux acides, comme Helicobacter pylori, que l'on retrouve au niveau de l'estomac. Cet Helicobacter pylori possède une pompe à protons très performante, permettant de gérer cette acidité. Autre exemple, pour les radiorésistants. Les radiorésistants, c'est ceux qui résistent donc à des radiations importantes, comme Deinococcus radiolurens. Ce micro-organisme possède plusieurs copies de l'ADN et présente en plus un système de réparation de l'ADN très performant. Continuons ici avec quelques développements biotechnologiques utilisant des extrémophiles. Ces développements peuvent se faire soit avec la cellule entière, on peut citer par exemple la biolixiviation, on peut par exemple aider à l'extraction du cuivre en utilisant des bactéries acidophiles. Ces bactéries vont permettre de rendre le cuivre liquide et améliorer son extraction par rapport aux autres minerais qui l'entourent. Ces développements peuvent utiliser que certaines biomolécules produites par des extrémophiles. On peut citer notamment les enzymes thermorésistantes et notamment la Taq polymérase. La Taq polymérase produite par Thermus aquaticus et utilisée en PCR, elle permet de résister aux hautes températures durant les cycles de synthèse. Alors voici un tableau non exhaustif qui peut montrer quelques exemples de biomolécules fabriquées à partir d'extrémophiles. Il semble donc, pour conclure, que la vie s'est développée dans tous les milieux, même ceux dits extrêmes, du moment où les organismes qui vivent dans ces milieux ont pu obtenir des ressources comme de l'eau, du carbone ou encore de l'énergie. Les stratégies d'adaptation de ces organismes ont été multiples. Il peut s'agir de renforcement des structures pour mieux résister, de machinerie plus performante pour les réparations des dommages causés par les milieux extrêmes, ou bien encore des molécules plus adaptées à ces milieux. Une remarque pour terminer, on s'inquiète à juste titre du réchauffement climatique que nous occasionnons à cause de nos activités, alors majoritairement à cause de la production de CO2. Ce réchauffement devrait être catastrophique pour beaucoup d'écosystèmes, sans doute, dont le nôtre, mais il sera suivi d'autres écosystèmes où des êtres vont pouvoir s'adapter pour la vie ici sur Terre. Dans 2 milliards d'années, quand l'évaporation des océans par le réchauffement extrême sera réalisée, les derniers habitants
qui seront sur Terre seront probablement des hyperthermophiles, comme l'ont été les premiers.